C'est une escale que j'attendais avec impatience et aussi une légère appréhension. Celui avec qui nous allons passer un bon moment est écrivain, il est poète, il a une revue littéraire, il a eu beaucoup de prix. Pierre Perrin, bonjour. Bonjour Jeanne. Pierre, vous reprenez les mots de Georges Perros et vous dites « Sans la littérature, on ne saurait pas ce que pense un homme quand il est seul ». Est-ce que vous vous êtes livré? Est-ce qu'on peut penser, savoir ce que pense Pierre Perrin quand il est seul? Ah, est-ce qu'on a Pierre Perrin quand il est seul? Je pense que certaines facettes, oui, on ne dit jamais tout ce qu'on est. On n'a pas non plus la perception totale de ce qu'on peut être, je pense. Donc, mais bon, les poèmes notamment, le roman, essayent de dire quelque chose de propre et d'assez complet, pour ne pas dire complexe. Quel livre est pour vous, dans tous vos livres, le livre qui vous livre le plus? Alors, je ne sais pas tous, en fait. Tous à des degrés divers, mais je suis content des poèmes parce que ça met au net et propre, encore une fois, ce que j'ai écrit à peu près pendant ma vie, dans la mesure où je regarde la poésie comme une émotion qu'on peut peut-être partager. J'ai expliqué dans un article récent que j'ai donné dans ma revue, voilà. La poésie vient d'une émotion. Je donne l'exemple de Villon avec la balade des pendus. Il tue Servet qui est un autre étudiant. Il se dit, mais si je suis pris, je serai pendu. Et voilà qu'il nous parle des pendus en nous émouvant, jusqu'avec ce trait d'esprit, jamais nul temps nous ne sommes assis. Pourquoi? Ben oui, les pendus ne peuvent pas se reposer. Voilà. Ou Rimbaud avec le dormeur du Val. Oui. Que dit Rimbaud? Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Est-ce qu'il dort? On ne sait pas. Ah, mais il a 2 trous rouges au côté droit. Ce soldat, juste à la fin de la guerre avec la Prusse, ça aurait pu être Rimbaud lui-même. Il a son âge et tout à coup, il pense qu'il aurait pu aussi, lui, être mort. Et c'est ce qui nous émeut, je pense. Et j'ajoute une chose simple à laquelle je crois, c'est que tous les grands poèmes, finalement, sont très accessibles. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de choses alambiquées. Voilà à quoi je crois. Voilà mon credo en poésie. L'enfance, la vôtre a été particulièrement rude. Vous écrivez « La nuit venue, on ravale son orgueil d'enfant, que nul n'écoute, en raclant les draps. Et la mémoire est une traîtresse aux yeux crevés. L'enfance, clouée vive sur la porte de la grange, le jour ne cesse pas de se lever. » Cette enfance, Pierre. Oui, alors, finalement, je suis en train de lire ces temps-ci pour faire une chronique avec Elvis à la radio de Sabine Huing. C'est paru chez Maurice Nadeau. Oui. C'est un livre époustouflant, dans la mesure où je découvre que cette dame, Sabine, elle a beaucoup plus souffert que moi, quoi qu'elle dise qu'elle en invente peut-être un peu. Mais donc, je ne veux pas du tout exagérer ma propre souffrance. Je me souviens une fois, j'avais un copain qui m'avait dit « Oh, ma mère aurait pu faire pareil ». Donc ça veut dire que la souffrance est une terre qui habite beaucoup de personnes et que parfois on croit uniquement être sa propre terre à soi. Oui, on ne regarde souvent que soi. On est dans un moment de métaux-féminisme. Oui. Je suis effaré, j'aurais jamais pensé qu'il y avait tant d'adultes aussi mauvais, méchants avec les femmes et surtout les enfants. J'avais été impressionné par ce père de famille qui avait mis son petit enfant de 2 ou 3 ans dans une machine à laver et qui l'avait fait essorer et tuer. Je suis absolument scandaleux. Je trouve ça terrible. Pierre Perrin, vous répondiez à une question que vous posiez d'Anne Burcia dans Lettres Capitales. Il vous posait la question « Qu'est-ce que écrire ?» Et vous répondiez « Écrire, c'est monologuer d'une voix d'encre. C'est parler à un absent, sans contradiction, et c'est éclairer son âme dans sa solitude. » J'ai l'impression qu'à chaque fois, vous me donnez d'autres exemples, mais quelque part, cette écriture, c'était votre solitude et votre façon de parler. Oui, mais en même temps, c'est aussi communiquer. Oui. Écrire, bien sûr, c'est ne pas répondre aux contradictions qu'on pourrait nous adresser. Mais en même temps, c'est donner un témoignage de ce qu'on a peut-être pensé, vécu, découvert, etc. Et peut-être aussi, il faut l'accepter, de ce qu'on a lu. On est imprégné forcément du passé.
Vous avez dit aussi, parce que j'ai la chance d'avoir devant moi quelqu'un qui a écrit et dit de très belles choses et qui marque. Il se peut que nous lisions et écrivions certains livres pour devenir justement ce que nous sommes. À quel point vous êtes devenu, comme vous dites, avec ce que vous avez lu et écrit, ce que vous êtes aujourd'hui, Pierre Perrin? Alors, c'est difficile de répondre à ça parce que ça serait prétentieux. Mais je pense que non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je crois c'est une vieille formule qu'on trouve chez les auteurs latins, romains. On écrit ce qu'on devient. C'est-à-dire que oui, dans la mesure où on fore la mémoire, on ramène des souvenirs anciens. Comme dit Sabine Huyghe, on en invente sans doute une part, et il arrive un moment où on ne sait plus ce qui est la vérité de ce que peut-être on a inventé. Et en même temps, l'écriture apaise en partie, puisque ça permet de dépasser des questions à laquelle on apporte une réponse. Forcément, il n'y a pas que des apories. Vous êtes quelqu'un qui est très exigeant, et à juste titre d'ailleurs, sur la notion de la langue, d'une écriture qui soit une écriture vraiment correcte. Oui. Alors, cette exigence, vous l'avez quand même aussi souvent, entre guillemets, exigée quand vous voyez le massacre de la langue écrite aujourd'hui. Alors, expliquez-nous un peu tout ça. Bon, simplement, il faut d'abord trouver le mot juste. Oui. Je donne un exemple. Annie Ernaux, prix Nobel, oui, qui écrivait « J'écris pour venger ma race oui. ». Est-ce qu'on peut parler de race en étant fille d'épicier? Est-ce que c'est bien le mot juste? Oui. Ma condition. Puis est-ce qu'il y a quelque chose à venger? Non, on n'y peut rien. Enfin, moi, je ne venge pas mes parents, ça n'a pas de sens. Chacun vit comme il Donc, peut. Donc, c'est le mot juste qui vous agresse quand il n'est pas juste. J'aime bien Jules Renard qui écrit, oui, qui écrivait dans son journal qu'ils écrivent pour des gens qui n'ont pas de Larousse. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas le mot juste. Oui. Hein, il disait aussi on devrait mettre une sanction à tous les mots justes et ça ferait bien des arbres qui survivraient. Bon, le mot juste. Un des exemples tout bêtes. On dit souvent oralement « et puis ». Et quand on y pense, « puis » implique « et ». Il y a quelque chose d'avant. Quand on dit « puis », je vais faire quelque chose, il n'y a pas un duet. Donc il y a plein de mots comme ça que j'ai retrouvé dans mon roman, par exemple. Quand j'ai corrigé les épreuves, un corps agité qui se tournait et se retournait. Agité est de trop. S'il se tourne et se retourne, il est agité. C'est tout des choses comme ça. Mais on en laisse plein, c'est ce que j'appelle des scories. Oui. Et alors, il y a une deuxième dimension. Plein de gens disent, il faut mal écrire, il faut écrire peuple. Je vois pas en quoi ça gêne, la beauté, l'aristocratie, mais je sais bien que c'est le moment de la mode. Pour être bien habillé, il faut un jean troué. Il faut être un gueux. Un gueux, mais un gueux bobo. Ben non. Non, je ne suis pas d'accord avec notre siècle, quoi. Oui. Du moins, la façon dont ils tournent, surtout les enfants. Je vois les petits-enfants, on leur demande d'apprendre des conjugaisons. Il y a 3 groupes. Il faut trouver l'infinitif. La maîtresse oublie de leur dire, c'est tout bête l'infinitif. Je viendrai, il faut, viendrai, non, il faut venir. Oui. Mais il faut devant, et on a tout de suite l'infinitif. Si on n'explique pas ça, chaque enfant doit-il le redécouvrir par lui-même? Ça ne me paraît pas indispensable. Alors, est-ce que c'est le professeur, l'enseignant qui se révolte contre ces méthodes ou bien tout simplement, phonétiquement, vous ne supportez pas ça? C'est le citoyen. C'est le citoyen. Le mot juste, c'est tout bête. Quelqu'un emmène sa voiture au garage. Il dit, il faut me changer les plaquettes de frein. Et le garagiste, il lui change les ampoules de phare. Est-ce qu'il est content? Non. Il faut le langage est fait pour se comprendre le mieux qu'on peut. Donc le mot Montaigne disait, toutes nos querelles sont d'origine grammairienne. C'est parce qu'on ne se comprend pas dans le langage. Poutine dit, ah, on a envahi la Russie. Lui, russe, envahit l'Ukraine, et il dit c'est l'Ukraine qui a envahi la Russie une fois qu'il annexe les territoires qu'il a à moitié conquis. Pierre Perrin, vous avez une revue possible, une revue littéraire, qui aujourd'hui existe en papier. Je suis revenu au papier, voilà. Pourquoi vous êtes revenu au papier? Alors, j'ai pensé que j'écris beaucoup de choses dans ma revue. Hein. Oui. Entre 2015 et 2021, j'ai fait paraître 62 mois, donc 62 numéros, à raison de 4 poètes par numéro. Ça fait beaucoup de monde. Et j'ai écrit là-dedans des choses, et je me disais, les gens, ils lisent pas, ils impriment pas, parce que peut-être c'est Internet, imprimé. Hein. Donc je suis revenu au papier.
Bon, j'écris des choses papier qui ne sont pas toujours non plus bien comprises ou retenues, etc. Par exemple, je n'aime pas la poésie dévoyée, en quelque sorte, la poésie où on met des choses, des mots gras, enfin... Oui. Bon, il y a des poètes qui m'agacent, et puis Bukowski n'est pas le nec plus ultra de la culture française, quoi. Enfin, bon, ça fait... Comme on dit, c'est pas bien, enfin, c'est pas utile, quoi. On a un problème avec la beauté. Il semblerait qu'on n'aime plus la beauté. Alors, est-ce que nous sommes en décadence? Question à laquelle on ne peut pas répondre. On espère bien que non, ne serait-ce que pour nos enfants et petits-enfants. De l'autre côté, on se pose des questions, quoi. Alors, je reviens à possible, parce que ce qu'il y a de beau en possible, c'est que vous réunissez, on dirait, deux mondes, en quelque sorte, les quelques poètes qui sont déjà morts, connus, inconnus et morts, oui. Des personnes que personne ne connaît, donc qui viennent souvent, comme vous dites, du livre des visages, qui est Facebook. Oui. Donc vous donnez une petite chance et une petite rencontre qui se fait. C'est voulu, c'est votre ligne éditoriale. C'est ma ligne éditoriale, oui. Bon, je travaille en solitaire, je ne veux pas de comité de lecture, parce que j'ai mes idées qui sont assez claires et peut-être pas envie de partager. Oui. Je ne suis pas très communiste finalement. Mais, pourtant, votre foulard est rouge. Oui, mais bon, oui, et puis c'est quand même, il ne faut pas s'exagérer, c'est confidentiel. Oui, bien sûr. C'est très confidentiel, mais ça me va bien, ça fait quand même entre 100 et 200 personnes touchées, c'est bien. Très bien. Alors, maintenant, on va aborder peut-être un côté un peu plus personnel. Vous aviez écrit et reçu un prix pour Une mère, le cri retenu, on cherche midi. Et vous parlez de cet enfant, je reviens, dur, à la campagne, votre mère sans aucune caresse pour vous, et pire, et qu'elle va battre votre chien. Ce chagrin, vous l'avez enfui pendant 30 ans. Et puis, il y a eu ce cri. Et aujourd'hui, nous avons comme une sorte d'enfance, entre guillemets, de souvenir d'enfance apaisé, comme une explication avec votre mère, Henriette, qui n'est plus. Et le temps a fait rédemption, et vous semblez comprendre votre mère. Le soleil des autres. Parlez-nous du soleil des autres. Eh bien, disons que le cri retenu, c'était la recherche de la mère. Et c'était un récit. La différence entre le récit et le roman, dans le récit, le narrateur est le personnage principal. Et il dit comment il cherche, qu'est-ce qu'il trouve, à quoi il aboutit. Alors que dans un roman, c'est tout à fait différent. Il s'agit de construire une histoire, mais surtout des personnages. Et là, dans Le Soleil des Autres, il y a nettement 3 familles. Il y a la famille Sauget d'un côté, avec la mère, l'enfant François. Il y a les Feuillards, qui sont un peu les paysans nobles, ceux qui tiennent la mairie, la grande ferme, etc. Mais qui ont aussi tout leur malheur. Et Chantal, donc la fille, qui a presque le même âge que François, fait réunion. Et la 3e famille, c'est vraiment ceux qui incarneraient plutôt le mal, mais le bien vivre d'un autre côté, mais le mal aussi, et puis de Renaud. Et donc le roman essaye de faire comprendre, mais sans expliquer. C'est-à-dire que c'est les scènes qui permettent de comprendre un peu l'implication. François est témoin, il raconte ce qu'il a vu. François est témoin. Dans Les Puits de Renaud, il y a pas, François, il est un personnage parmi d'autres. Oui. Il est acteur aussi, parce que c'est le fils d'Henriette. Il est acteur aussi, oui, mais il est plus fouillé que les autres. Oui. Voilà. Oui. Ce livre, pour moi, est un livre vraiment très, très moderne aujourd'hui, moderne dans la souffrance d'Henriette, de votre mère, parce que Henriette, et je crois que c'est votre épouse, Christine Laurent, qui argumente en très peu de mots, Le Soleil des Autres. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait écrit. Femme d'une époque difficile, prisonnière d'une mentalité rurale obscure, Henriette est morte de ses rêves avortés, de n'avoir pu partager le soleil des autres. Parce que dans le livre, nous reviendrons dessus, mais Henriette a pu partir du monde paysan pour aller vers la ville. Oui. Elle a dû revenir, donc automatiquement, c'était comme une défaite. Et on ne lui a pas pardonné ça. Et quelque part, peut-être qu'avec le temps, vous avez compris qu'elle vous bottait un peu, méchamment, pour vous permettre de sortir, pour votre bien. Tout à fait. Oui, mais n'empêche, alors le livre est magnifique.
il est dur, il est en même temps d'une grande beauté, et en même temps c'est un monde insoupçonné, parce que ce monde paysan-là, avec toute la noblesse du terme, c'est un monde où il y a des bêtes à nourrir. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de prendre des vacances. On fait l'amour pendant que parfois le veau est en train de naître, il faut aller très vite. C'est pas le monde aseptisé, voilà, c'est pas la campagne aseptisée, loin de là. C'est un monde qui est presque inconnu aujourd'hui. Oui, justement. Bon, il y avait énormément de paysans à l'époque, il y avait plus de 6 millions de paysans, il n'y en a plus que 600 000. Le rétrécissement est énorme, les fermes ont grossi. C'est un monde que les gens de la ville ne veulent pas tellement voir. Exactement, je suis d'accord. J'ai été frappé des collègues, des confrères ou des consoeurs écrivains, parisiens bien entendu, parlent de la cambrousse et non pas de la campagne. Le petit jeu en dit long, la cambrousse. Oui. Mépris pour ces gens-là, pour les gens qui étaient de la campagne. Or, moi je pense aussi que ils n'avaient pas la culture que d'autres ont pu acquérir, mais ils avaient un bon sens, le bon sens paysan d'une part. Et d'autre part, pour ma mère en tous les cas, je l'ai toujours entendu réciter des fables de La Fontaine. Elle connaissait Madame de Sévigné, je la reprends, elle m'avait repris sur un terme. La Madame de Sévigné dit les paysans batifolent là, dans les prés, mais pas du tout. Ma mère me disait, si elle avait tenu un râteau, elle n'aurait jamais dit ça, petit râteau. Oui. Chose qui ne se fait plus. Si les gens le savent, ceux qui tiennent un jardin. Oui. Voilà. Mais je crois que c'est un monde qui, même aujourd'hui, bien qu'on ait fait beaucoup d'éclairage et même il y a beaucoup de livres, de médias qui vont vers ce monde, ils se sont arrêtés à un seuil. Il y a ces femmes, on ne les voit toujours pas. On ne voit pas leur envie parfois de se reposer. Elles sont fatiguées, elles ont envie de rêver. Et quelque part, le soleil des autres, c'est ça. Il leur est refusé, même aujourd'hui. Oui. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre était vraiment... Non seulement il est à lire, mais il est à méditer, entre guillemets, parce que ces gens existent et on ne veut pas les voir. Ces femmes... Ce monde de la campagne, c'est l'Ukraine. Oui. Ces gens-là vivent un peu comme nous vivions. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est la vérité. Oui. On voit bien certaines images où le fond de la Russie, quoi. Et puis, il y a ce second recueil, Les jours de pleine terre. C'est un recueil, c'est un roman, aux éditions Almanach, qui est sorti presque en même temps. Oui, c'est simultané. Les deux ce recueil, c'est un peu comme mettre tous ces papiers en ordre. Oui. Toute votre identité est là, parce que vous avez écrit un long cours. Et si vous deviez vous-même chroniquer ce recueil, qu'est-ce que vous en diriez? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'ai voulu le structurer en 5 parties je crois, relativement claires. Il y a la mort à la fin, il y a la naissance au début. Je crois être un des rares à faire un poème sur la naissance. Les seins des glaces de glace de ma mère, qu'on ne sait pas, qu'on va humer le bonheur. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de rappeler l'enfance à la campagne. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai fait des vers qui sont relativement longs, autour de l'alexandrin. J'ai essayé de structurer aussi, j'ai un poète que je suis en train de lire, qui s'appelle Alain Duhaut, Car la douceur est périssable, qui est paru au printemps. On est un peu frère de langue, en quelque sorte. Lui aussi fait des poèmes extrêmement maîtrisés. C'est pas l'alexandrin, mais le vers veut dire quelque chose. On exprime quelque chose et c'est lisible. C'est clair. Et ce livre, Pierre, ce recueil, c'était une nécessité de le faire. Pour vous, c'était vraiment, il fallait le faire. Oui, parce que quand même, j'ai rien... Il est magnifique, c'est pas pour ça. Donné, publié depuis 1996, plus de 25 ans, donc j'encombre pas le marché, je crois. J'y tenais parce que il y a l'essentiel, quoi. C'est un peu les fleurs du mal de Baudelaire. Oui, en poésie, bien sûr, vous avez publié autre chose après, Oui. Mais pour vous, c'est vraiment rassembler ces papiers. En même temps, nos presses, vous allez très bien, heureusement, mais il faut avoir... c'est rassembler quelque chose qui soit abouti. Oui. Voilà, quelque chose qui soit présentable. Voilà, et j'espère que ça sera reçu comme ça. Maintenant, je me détache un peu des espérances, comme du désespoir du même coup, de ne pas réussir. Mais moi, pour moi, ces deux ouvrages se font écho
parce que c'est Pierre Oui. Perrin à long cours, Oui. et Le Soleil des autres, c'est une partie aussi de la vie de Pierre Perrin. Oui. Ils se répondent en quelque sorte, parce que même ce que vous avez écrit après, c'est après tout ça. Et donc, il y a vraiment lire les deux, c'est presque essayer de, presque, je dis bien, tenter de comprendre Pierre Perrin. Il y en aura un troisième, dans un an ou deux. C'est l'ensemble des notes que je prends depuis 2015. Les nouvelles. Alors, regarde, les nouvelles, j'y pensais même pas, mais oui. Les nouvelles sont pas à la mode parce que je dis le monde tel qu'il est, et les gens ne veulent pas le voir tel qu'il est. Tel que je le vois en tous les cas. Hein. Dans la revue, c'est l'histoire de cette petite Fatia, Oui. bon, qui aurait pu être quelqu'un de bien et puis qui cède, qui meurt parce que la France n'a pas un peu de force pour faire respecter ses lois, tout bêtement. Donc mes nouvelles, c'est ça. Mais l'histoire des notes, j'en ferai un abécédaire. Oui. L'amour, l'amitié, la religion, par exemple, la guerre, la politique, la gauche, qu'est-ce que c'est, etc. Je vais m'amuser beaucoup. Et ça ne plaira pas non plus parce que je dis des choses que Mais de toute façon, vous n'êtes pas n'aiment quelqu'un qui aimait plaire. Vous êtes quelqu'un qui avait une liberté extraordinaire par rapport à tout ça. Oui. Et en même temps, ça plaît beaucoup, contrairement à ce que vous pensez. Merci Jeanne. Mais c'est vrai. Pierre, vous Mais êtes trop un bonne. homme drôle, qui aime l'humour parfois, même quand vous êtes parfois grinçant, mais toujours comme un voile dans votre regard. Et nous n'allons pas faire de la psychologie à Cipal ou à Canval, je ne sais plus comment on dit, mais il y a une chanson qui va vous faire rire, mais bon, vous avez écrit vous avez lu Presley, donc tout va bien. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Comment est votre peine, Pierre Perrin? Parce qu'on la sent quelque part, cette peine. Ma peine, maintenant, j'ai pas de peine, j'ai toute Vous n'en la avez joie pas. d'être avec vous, Jeanne. Oui, mais vous trichez, là. Quel est Non, le petit rayon de soleil qui manque à Pierre Perrin, qui n'a pas été au rendez-vous? Non, je n'ai êtes un pas homme de apaisé? regrets, je n'ai pas de regrets, je n'ai pas... Bon, la peine, c'est les douleurs qu'on a parfois, qu'on ne sait pas bien loger, expliquer. J'ai longtemps eu mal au dos, hein. C'était une douleur vraie, Ça fantôme. venait de l'enfance, voilà, c'est des fantômes. Mais non, je n'ai pas l'impression de porter plus que mes épaules ne peuvent porter. Donc Quand les je douleurs comprends. fantômes, ils sont au large, derrière la Oui, porte. ben, Oui, c'est à de mots. commode, et puis les Perrins sont, ils tiennent le coup. Ils tiennent le coup. Voilà. Vous aimez votre métier d'enseignant, vous l'avez beaucoup aimé, je crois. Oui, Et, j'aimais bien. c'est ce qui vous a mené vers l'écriture? Non, j'écrivais avant, j'écrivais bien avant. À quel âge vous avez commencé? Quand j'ai commencé en quatrième, Oui. donc à 12-13 ans, quoi. Pour de bon, oui, commencer des poèmes, des vrais poèmes. Non, l'enseignement, c'est bien parce que on parle à des gens qui vous écoutent, on est payé pour parler, Oui. déjà. Il faut À avoir des la gens foi. qui vous écoutent, Voilà, ou c'est- du moins, moi, j'ai jamais pu faire cours sans qu'on ne m'écoute pas, quitte à gueuler un coup s'il le fallait. Et puis, on apprend beaucoup de choses. Je lisais l'article d'Amin Daoud dans Le Point il y a 8 jours, Oui. les 50 ans du Point. Je l'ai Article magnifique qui dit en Iran, les femmes enlèvent leur voile et on les assassine. Et en France, il y a des idéologues qui disent mettez le voile pour être libre, pour montrer que vous êtes libre chez les Français. Il y a une magnifique synthèse à faire à des BTS là. Oui. Hein, c'est une réflexion comme ça, on ne prend pas parti, enfin on ne prend pas parti, on prend toujours parti. Mais on peut faire réfléchir comme ça, quelle est la signification d'un geste, d'un voile, d'un vêtement, selon qu'on est dans un pays ou dans un autre. Alors, Voilà. autre chose aussi en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, vous, en tant qu'enseignant et en tant qu'écrivain, quand vous voyez que pour avoir son bac, on ne lit plus comme avant, les siècles ne viennent pas comme des wagons les uns après les autres. On choisit 3-4 auteurs, je crois, je parle sous votre Oui, autorité, oui. et il faut apprendre ça. Ce qui fait qu'on a des générations quand même, si elles ne sont pas nourries à la maison, ouais, par des bibliothèques, par des médiathèques, etc., il y a des trous dans leurs connaissances. Vous trouvez ça normal? Non, mais c'est la désagrégation, destruction, c'est peut-être un peu fort. Oui. L'éducation nationale va mal. Enfin, les enquêtes PISA, on dit oh ben c'est faux. Avant, quand on était dans les premiers, c'était bien. Maintenant, on est dans les derniers pour de bon. C'est affreux, quoi. Il y a plein d'idéologies là-dedans. Il paraît que notre nouveau ministre a dit
tous les élèves doivent entrer en seconde. Donc, ils sont tous entrés en sixième il y a 40, 50 ans avec la Bible. Maintenant, ils entrent tous en seconde. Ça n'a pas beaucoup de sens. On nous a fait mettre on a donné des brevets, des BTS, des baccalauréats à des gens qui font 30 fautes par page. Le problème de l'orthographe, moi je veux bien qu'on fasse des fautes dans les SMS, mais l'orthographe c'est une logique, c'est un esprit logique. Je mets un complément circonstanciel de lieu, je le mets entre virgules. Je mets pas je, virgule, à Paris, virgule, t'écoutes. Si j'enlève une des virgules, ça n'a plus de sens. Je ne sais pas, donc il y a un problème de logique et l'éducation, c'était ça. Ça permettait d'avoir une réflexion relativement personnelle. Relativement parce qu'on est tous influencés par ce qu'on entend. Bien C'est sûr. pas ça les Bien chefs. sûr. Les chefs emmènent les gens dans les directions qu'ils veulent. Pierre, une question très différente. Vous croyez au miracle de l'amour, vous l'avez écrit. Qu'est-ce que le miracle de l'amour pour Pierre Perrin? Une femme est venue et m'a levé. C'est ce que vous avez écrit dans un poème. Bon, l'amour, c'est, en général, c'est une énorme tendresse pour quelqu'un qui vient normalement le plus souvent du désir. J'ai été surpris, j'ai écrit récemment sur le livre des visages, une petite note sur l'amour où je dis deux personnes tout à coup se reconnaissent, elles sont de part et d'autre sur la table, qu'est-ce qu'elles font? Elles montent sur la table toutes les deux. Mais c'est ça l'amour, c'est une attraction. Et puis après le désir s'élargit, on arrive à la tendresse, à se connaître, etc. Je pense que c'est ça. Et l'amour sauve. Soft. Sauve. Sauve. Non, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui. Je suis en train de lire aussi un livre de Powys. Oui. Power, je ne sais plus. Bon, bref. Un gars du début du siècle anglais. Et il dit, les gens regardent soit les religions du côté de Dieu, parce qu'ils ont peur de la mort, soit du côté de la science. Or, il y a quand même quelque chose de mieux que ces deux choses-là réunies, c'est l'amour, justement, pour l'autre. C'est quand même l'extraordinaire de l'amour. Voilà ce que je pense qu'est l'amour. Je pense aussi que, comme Perros, on n'aime pas 36 fois, on aime vraiment une bonne fois peut-être, et après il faut se contenir. Je me demande aussi avec Jules Renard si une humanité chaste n'arriverait pas à des résultats supérieurs, car l'amour fait faire quand même des sacrées bêtises. Heureuse parfois. Heureuse et malheureuse aussi quand même. Hein. Alors, vivre. Ce mot revient souvent dans votre écriture. Qu'est-ce que vivre, sinon s'approprier l'infini particulier d'une éclipse de la mort? Qu'est-ce que vivre? Alors, vous avez toujours la mort qui guette dans le sang, dans vos écrits, et c'est comme si vous alliez la défier. Et vivre, c'est la défier, enfin. Oui. Alors, qu'est-ce que vivre? L'éclipse de la mort, je précise, hein, Oui. c'est un truc que j'ai écrit ça déjà en 2000 et même Oui. avant. Tout simplement, avant que nous naissions au monde, nous qui n'existions pas encore, nous faisions partie du néant. Oui. Hein, où vont les morts, etc. Quand nous mourrons, nous rejoindrons ce néant. Donc on croit que vivre, c'est tout. Mais la mort devient nécessaire. D'abord, on en a peur, évidemment. La mort, elle n'est qu'un mot. Ensuite, on en a peur. Et puis, l'âge venant, ça paraît naturel. Il faut bien débarrasser le plancher, sinon nous ferions des centaines de milliards. Ça ne serait pas possible. Donc, mourir, c'est laisser derrière soi La place. peut-être la place déjà, peut-être rien d'autre. Voilà. C'est simple, un peu trop peut-être. Vous dites parfois la vie broie. C'est un mot qui vous revient souvent, la vie broie. Ce mot, il me fascine et m'effraie en même temps. La vie broie. Qu'est-ce que la vie qui broie? Alors, il faudrait donner des exemples concrets. La vie broie, la vie ne permet pas de réussir ce qu'on... la mère, en fait, Henriette, dans Le Soleil des autres, Oui. elle aurait voulu vivre au-dessus de sa condition dont elle a hérité par la naissance. Et elle vit un moment et puis tout s'efface. La vie est broyée. Elle a si bien été broyée que je laisse entendre dans le roman que finalement, toute la suite de sa vie, les 30 ans suivants, n'ont été que, comment dire ça, psychiatriquement, quoi. C'était comment on appelle ça? Une dépression. Une dépression. Voilà.
Alors la vie nous broie, mais je crois qu'il faut pas placer son désir plus haut qu'on ne peut le réaliser, finalement. Et est-ce qu'on peut ne pas placer son désir? Parce que le désir, ça ne se maîtrise pas. Bah, non, mais pas le désir sexuel, oui, évidemment, bien sûr, l'envie de quelque chose. Son rêve. Il faut se limiter à ça, alors ça c'est la sagesse. Oui. Qui est difficile à tenir, mais à quoi il faut s'attacher. Ça sert à rien de pleurer. Des rêves perdus, des défaites. Un rêve perdu, même un mort, ça rime à rien. Ça rime à rien. Il faut essayer de s'en détacher, oui. Faut faire son deuil. Vous ne croyez pas, je crois en Dieu, bien que l'espérance soit toujours en vous, c'est juste. Oui, ben Dieu, ça me paraît peu vraisemblable. Vous parliez du néant tout à l'heure. Peu vraisemblable, mais... Donc, c'est une explication du monde qui est quand même trop belle pour être vraie, quoi. Hein? Croire qu'on va aller au paradis. Croire qu'on va aller au paradis. Donc pour vous, parce que vous avez parlé de néant après la mort, et souvent pour vous, il y a toujours souvent, c'est le néant. Oui. Vous avez des mots quand même vis-à-vis de la mort qui sont... Oui, ben dans un des derniers poèmes, je dis bien que, ou c'est dans le texte qui annonce la dernière partie sur la mort, le défunt, celui qui est mort dans son cercueil ou dans son urne, s'il est déjà parti en feu, il ne sait rien de ce que les autres penseront. Voilà. Donc ça, c'est pas... Mais ça me paraît pas anormal. Hein. On pense aux animaux, aux autres animaux, qui ont d'affection pour nous, etc. Et puis ils meurent, et puis voilà. La campagne. Vous êtes de la campagne, et c'est une grande fierté. Quel chemin de la campagne à celui de Pierre Perrin, l'écrivain, dans de grandes maisons d'édition quand même, parisiennes, entre autres, mais au-delà de ça. Quand je parle de chemin, ça n'a rien à voir avec un orgueil ou quelque chose, mais ça veut dire que vous avez fait quelque chose qui était peut-être un de vos rêves, de vos défis. Vous en êtes heureux, vous en êtes... Parce que vous parlez des illusions aussi. Alors, j'en suis pas malheureux, mais je n'en suis pas satisfait. Mais je lisais par exemple tout récemment les 3 tomes du journal de Richard Millet, qui aurait pu avoir le prix Nobel aussi. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il m'a fait comprendre à moi? C'est que pour réussir dans le monde littéraire, il faut être parisien. Ou alors y venir tout le temps, quoi, et être là. Il faut être dans le bain, dans le milieu. Donc ça, je n'ai pas cette notion-là. On ne m'invite pas sur France Culture, on ne m'invite pas dans les salons, ou rarement, etc. Mais j'ai compris la raison. Ça n'a rien à voir avec mon écriture. Millet dit aussi que les écrivains ne se lisent pas les uns les autres. Et Poindron le rappelle souvent. On se mesure, Moi, j'essaye de lire, au contraire. Donc, il y a une égalité dont vous avez été, comme beaucoup d'autres privés, qui est l'égalité du territoire parisien ou autre. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas un drame. Je mets égalité sans guillemets, bien sûr. Je suis venu à Paris dans les années 72, 80, etc. Mais j'ai pas pris la bonne filière pour réussir. La filière poésie et vagabondage était méprisée, regardez de haut. Il y avait de bonnes filières. Ceci dit, à la fin, que restera-t-il de Velter, de Serge P, Le Maire, etc. Il y avait un article de Godot dans La Croix, là. Qui restera-t-il? Si tant est qu'il y ait quelqu'un pour lire et faire trier. Parce que ce qui me frappe, moi, c'est des profs de fac qui ont des jugements littéraires discutables. Voilà. Le Nobel à Annie Ernaux en est un bel exemple. Est-ce que c'est légitime ou pas? On peut lire tout. Oui, ça a fait... Voilà. J'avais été frappé, par exemple, par un article de Tiffaine Samoyau, qui écrit dans Le Monde désormais, qui est le billet du Monde, où elle vantait les carnets de Bergogneau, avec des exemples qui sont d'une platitude absolue. J'ai acheté 3 médicaments pour ma femme, enfin, pour moi, c'est de l'anti-littérature. On peut tout renverser, mais un bon prof de fac, c'est vrai, peut faire un éloge d'une notice Ikea. Et on devrait donner le prix Nobel à des notices Ikea. C'est à peu près pareil. Bon. Pierre, il est d'usage de jouer un petit jeu dans les escales de Jeanne. Je vous donne un mot
Et vous Mon donnez Dieu, un c'est compliqué. Non, c'est pas grave. Ouais, si. Alors, si je vous dis soleil, qu'est-ce que vous Soleil des autres. Bon, Si je vous dis Zoé, un chat, une chatte aimée. Ah, bon, ça n'est pas compliqué. oui. Quoi encore? Alors, la vanité. Là, Vanité. la vanité. Alors, ça peut être une tête de mort. Hein. C'est le fait de se croire un peu plus qu'on ne vaut. Et l'idéal, c'est de coïncider à ce qu'on vaut véritablement, sachant qu'on ne peut pas justement se juger. Solitude. Parce que vous avez Solitude, plusieurs aspects de la oui, solitude. très bon. Alors la solitude est souvent une bonne chose, pourvu qu'on la veuille et qu'on la choisisse. Autrement, bien sûr, elle est pénible si elle est imposée. Mais la solitude, moi, ne m'effraie pas. Vous l'avez apprivoisée depuis longtemps. Je crois, oui. Voilà. Vous voyez, c'est pas très méchant, j'ai posé quelques questions, parce que vous dites beaucoup dans vos livres, je vais laisser découvrir dans tous vos livres. Et il est aussi d'usage d'avoir une chanson, un poème, quelque chose que vous fredonnez parfois, comme ça. Alors, fredonnez, ça m'a été étonnant, ne serait-ce que pour ceux qui vont vous écouter. Si. Non. Il y a des chansons, j'ai adoré Brel, Oui. Ferré, un peu Brassens évidemment, pour le côté un peu grinçant. Et puis, qu'il y a d'autres, mais il y avait Mouskouri, bon bref, Reggiani, des choses très belles. Non, je ne chanterai pas. En revanche, ce que je dirais, c'est que je déplore qu'aujourd'hui, sur France Culture, parce que je n'écoute guère que ça, parce que je n'ai pas de pub, Oui. bon, la chanson, disons 80% des chansons sont non françaises. Oui. Et souvent accompagnées de batterie. Moi, ça me déplaît. Alors, je sais qu'on est un vieux réac quand on n'aime pas ça. Mais l'ouverture au monde anglo-saxon, on n'est pas que du commerce, même sans penser à notre identité française. On parle la langue française. Je me suis déjà amusé, hein, 1 an et demi durant. De Laous, sur France 2, nous a vanté son direct naïf. Il a fallu 1 an et demi pour que quelqu'un lui dise « Attention, c'est peut-être un pléonasme. Naïve, ça veut dire direct. » Et quand on vient chanter le nombre des syllabes, direct 2 syllabes, naïve 2. Mais bon. J'ai l'impression qu'on est bien parti avec cette escale, cher Pierre. Alors, j'ai voulu avec vous une conversation. J'ai voulu une conversation avec l'homme qui a écrit, au fond, qu'est-ce que vous écrivez? Votre vie, sa vie, son propre récit, qui est un récit aussi universel, parce qu'on se retrouve. Oui. Celui qui lance son livre et qui à chaque fois l'accompagne d'un murmure, j'ai appris de vous et ça devient chez moi, ça tourne en boucle. Va, mon livre ne meurt pas. Oui, merci d'avoir aimé ça. C'est très beau, parce que c'est tout l'espoir de celui qui écrit, une fois que le livre ne lui appartient plus. Mais je ne parle pas que de moi dans les poèmes, Oui, par sais. exemple. Non, mais par exemple, les réfugiés, un poème sur les réfugiés. Oui. Bon, j'ai essayé que ça soit relativement ambigu. Je me mets à la place de ces pauvres gens. Je vois plein d'étrangers, enfin des gens qui sont en situation régulière ou irrégulière. Je me dis qu'ils ont vécu des horreurs. Bien sûr. Il faut qu'on les assimile. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse les assimiler. Il faut que la population l'accepte. Je les plains. Bien sûr. Beaucoup plus que Personne j'ai eu envie de les renvoyer chez lui. Mais voilà, mais bien sûr. Il ne faut pas penser. Mais ceci dit, c'est un problème dont il faudrait parler. Alors, nous finirons sur ces mots de vous. Ils sont magnifiques. Et c'est l'image, au fond, d'une présence au monde. Parce que j'aime bien la notion d'être présent au monde. C'est notre rôle, surtout s'il n'y a rien après. Et même s'il y a quelque chose après, nous sommes présents au monde. J'ai lu de vous: la campagne ne m'aura guère appris à ricocher entre les hommes. Le moindre bruit, même débonnaire, me fait taire. La poésie m'aura fait vivre à ma mesure. Je n'en veux pas à l'horizon. Lorsque mes dents se serreront pour la dernière fois, je redirai merci. Que germe alors ou non le silence fertile. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci, Jeanne. Et combien il est fertile, votre présence, cher Pierre Perrin, vraiment. Merci d'avoir accepté cette escale de Jeanne. On ne peut pas faire le tour de votre œuvre, parce que c'est une œuvre, ni en même temps parler de vous plus loin, parce que vous avez cette pudeur qui ne laisse pas l'autre, même si on revient, on rebondit contre votre pudeur. Le sens du mot œuvre, tout simplement, c'est le rassemblement d'un nombre de livres. Oui. Hein.
pas aller chercher plus loin. Non, mais le mot œuvre est un mot pour moi qui est très beau parce qu'il est à la mesure de tout homme, de l'être humain, pas de tout homme, de l'être humain. C'est une œuvre humaine. Vous avez raconté votre vie. Si on vous suit, même quand vous avez écrit Le modèle oublié, de Gustave Courbet, sur Gustave Courbet, donc Virginie Binet, etc., aux éditions Lafon, c'est quelque part, cette femme, vous la défendiez, mais en même temps, Courbet n'est pas loin de chez vous. Toujours, on a en horizon votre vie, vos, entre guillemets, frontières, vos illusions, vos désillusions, voilà. Vous êtes une lectrice admirable. Ah, je sais pas, mais je sais que j'ai beaucoup de plaisir à lire vos livres et en même temps, nous avons la chance aussi de pouvoir lire, de nous lire nous-mêmes dans vos livres. Pierre, une dernière question. Est-ce que vous aussi, le soleil des autres, vous a été quelque part? Alors, non. Non, pas interdit, mais est-ce qu'il y a un peu d'un soleil des autres qui vous manque? Non, parce que alors je vais dire un secret, tiens. Oui. Quand j'étais au séminaire, donc tout enfant, en 6e, j'avais rêvé d'être pape. Oui. Tout de suite, la grande chose. Oui. Donc voilà l'ambition maximale. Et en fait, je me suis très bien satisfait de ce que j'ai fait. C'est-à-dire des études, devenir prof à la longue. Ça m'a suffi. Je ne rêve pas d'être plus. J'ai donné dans beaucoup de branches, un peu la littérature, enfin, j'ai approché des écrivains, j'ai été conseiller municipal, donc j'ai vu un peu la politique, comment ça fonctionnait, par une lorgnette, mais on peut extrapoler facilement. Voilà. Donc non, j'ai pas de regrets par rapport à des ambitions démesurées que je n'aurais pas pu réaliser. Alors, je vais me permettre de vous donner les livres que vous avez, vos derniers livres, parce que je vais prendre quand même que ceux qui vont vous écouter une fois avec. Voilà, ça ce sont vos 2 livres, Pierre. Ils sont assortis à votre foulard et à votre... Voilà. Ah, il faut les hausser un peu parce que je n'ai pas vraiment la vision des livres. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Pierre entre ses livres. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Perrin. Merci d'avoir accepté Jeanne. cette escale. Merci. Et nous allons finir, comme à l'habitude, avec le générique d'Alain Warraud. Et vous êtes demain je crois, au salon de la revue. Demain. C'est quoi le salon de la revue? J'en sais rien, enfin, c'est des gens qui présentent leur revue. Et vous je vais voir quelques amis, dont ceux de Poésie Première, Gérard Mottet, et puis d'autres gens que je vais découvrir, peut-être pour quelques rencontres. Alors, je sais aussi qu'il y a un calendrier qui se prépare d'événements peut-être ou de dédicaces, ça on en parlera plus tard. En tout cas, je vous remercie infiniment, Pierre Perrin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jeanne. Merci d'être une grande lectrice. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, vraiment.